Je suis habitée par la saga de Girolamo Cortona depuis l'enfance et ai toujours ressenti la responsabilité d'écrire sur l'esprit de ma famille et de mes ancêtres. D'ailleurs, je n'ai pas le sentiment d'écrire seule. Parfois, je vois mes ancêtres se disputer sur un passage, alors je les laisse réfléchir et les rappelle à d'autres moments pour savoir s'ils se sont mis d'accord. Bien sûr, c'est une fiction, les personnages tels quels n'existent pas, mais ils incarnent tous ensemble un esprit familial, une forme de destin désespéré, de tragédie intestine qui rencontre parfois les tragédies de l'histoire. La famille Girolamo Cortona est une famille ancienne du berceau méditerranéen qui a connu sa croissance, son expansion en dynastie et sa décadence, un peu sur le modèle des considérations de Montesquieu au sujet de la grandeur et de la décadence des Romains. Tout, ici sur Terre, obéit à ce cycle dialectique de naissance, croissance et mort, même les familles. Plus il y a eu de la puissance, plus la chute est rude. Le tome 1 traite de l'agonie de la famille dans des guerres fratricides pour des questions d'héritage. Un personnage, la matriarche, tient tout psychiquement, et elle décède. C'est la débandade, et tout ce qui était caché ressort. Au décès de la vieille, il n'y eut point de pleureuse. Elle avait déjà choisi et payé sa tombe bien avant terme auprès de l'un des meilleurs marbriers de France. Son existence n'avait pas été banale, il en serait de même pour sa pierre tombale. Sur le granit bleu nervuré du Tarn était ciselée une gravure en or de style antique, la devise des Girolamo Cortona, Virtus et Prudentia. Et l'on commence par la fin. La problématique centrale, le cœur psychologique, le drame de cette saga familiale est comment en est-on arrivé là? Le tome 1 pose le tableau, il est complètement pathologique, la fratrie s'entretue, la haine prédomine, l'avidité absurde aussi. Les tomes suivants montreront où se jouent les étapes clés. Celles dans lesquelles une famille bascule à la faveur des compromissions qu'elle fait, de son ambition, de son désir de puissance, de ses fautes. J'y introduirai également des réincarnations. Certains membres se réincarnent à certaines époques pour soutenir le destin familial, l'esprit de la famille qui souffle par-delà les individualités. Une fois la saga finie, le lecteur pourra revenir au tome 1 et le relire. C'est un tome fondateur. Mon style est très classique et je le revendique à une époque décadente. Je veux réhabiliter une forme de classicisme littéraire qui cherche la beauté de la phrase, l'harmonie du style, qui travaille les sons, la forme, les rythmes et pas seulement le fond. J'ai eu sans cesse en tête, et l'ai encore puisque je n'ai pas achevé les tomes suivants à l'heure où je vous parle, l'exigence littéraire de Flaubert, faire du beau avec du laid. La plus-value de la littérature, ce n'est pas seulement de raconter des histoires qui permettent de s'évader, ceci est assez facile et d'une grande utilité sociale néanmoins. Pour moi, ce qui fait le plus grand intérêt de la littérature, c'est de sublimer un sujet laid et sans grand intérêt. Ce que fait Flaubert avec Madame Bovary. Cela, c'est le style qui va le permettre. Et de Flaubert encore, qui fait partie de mes grandes amours littéraires, j'ai retiré un profond attachement au style indirect libre, qui permet d'être dans les pensées des personnages sans même que le lecteur ne s'en aperçoive. Pourquoi ce titre? Parce que saint Antoine de Padoue est la protection de cette famille, qui possède un médaillon lui ayant appartenu. Les membres sont égarés de saint Antoine, car ils en ont perdu le chemin, la voie spirituelle, mais seul saint Antoine pourra les aider à retrouver leur âme, comme il aide à retrouver les objets perdus. Je souhaite au lecteur de trouver lui aussi son initiation au travers des méandres sourdes de cette famille, dont l'exploration est aussi celle des entrailles profondes de l'humanité. L'illustre famille des Girolamo Cortona avait connu ses heures de gloire, de triomphe, de victoire. Son empire avait affronté la décadence depuis de nombreux siècles. Il ne restait plus qu'une seule génération à vivre, la 7e, désignée par la malédiction, et ce nom, si célèbre, si prestigieux jadis, s'éteindrait dans l'oubli des temps,
la page de l'épopée se fermant silencieuse, au terme de grands siècles de puissance, sur une tombe que plus personne ne songerait à visiter.